question, où commence la musique ? Ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε, του ακούσε του στεναγμού των πεπεδημένων, του λύσε τους ιούς των θανατωμένων, του αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου, και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ εν το επισυναχθήνε λαούς επί του αυτόν, και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίου απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότη των ημερών μου αναγγυλών μη μη αναβάγισμεν ημείς ημερών μου, εν γενεά γενεών τα έτη σου καταρκάσει Κύριε την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εις οι ουρανοί. Αυτοί απολούντες είναι διαμένεις και πάντες ως αμάτων φιλοθήσονται, και ως υπερηβόλων ελίξευτος και αλλαγήσονται, σύ δε αυτός ή και τα έτη σου και εκλείψουσιν, ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυντήσετε. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των πατέρων ημών, του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και του σπέρματος αυτών, του δικαίου οποίησας των ουρανών και την γην συμπαντή το κόσμο αυτών, ο παιδίσας την θάλασσαν το λόγο του προσταγματός σου, ο κλείσας την άβυσον και σφραγισάμονος αυτήν το φοβερό και οδό σου, πάντα φρύση και τρέμει. D'habitude, les musiciens pensent à la musique comme si c'était un combinatoire, un enjancement d'objets discrets. J'ai un son par-ci, un son par-là, il peut faire ceci, j'ai un instrument ici ou là, et je les mets faire des entités sonores discrètes dans le temps, c'est-à-dire comme des objets, des couleurs. Et il laisse tomber ce qui est une chose fondamentale dans l'évolution, c'est le glissement plus ou moins rapide, sans frontières, sans définition d'objet. Passer de quelque chose à une autre, d'une forme à une autre forme, d'une manière continue. Passage obligé par la chouette. Il va pouvoir enregistrer le cri de la chouette, ensuite l'afficher sur cet écran ici, et à partir du cri de la chouette, extraire une forme qui va représenter un timbre ou une forme qui va représenter la variation de la dynamique du son. C'est ce que nous allons faire. Je demande donc à la machine de me montrer la forme qui illustre le cri de la chouette. Et à l'intérieur de cette forme, qui est la forme de l'onde, je vais extraire, la fonction est ici, une autre forme qui va définir un timbre. C'est-à-dire que là, je pénètre à l'intérieur de la matière sonore, du son lui-même, et je vais pouvoir ainsi aller jusqu'à l'intérieur, jusqu'au niveau microstructurel, pour définir un timbre. En voici un qui est encore très complexe. On va immédiatement pouvoir entendre le résultat sonore de ce timbre-là. J'avais fait il y a longtemps, il y a plus d'une génération de ça. J'écrivais de la musique pour orchestre, mais dessinée. Parce qu'avec la notation traditionnelle, c'était inextricable. Et c'est là que j'ai pensé, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas avoir quelque chose qui puisse directement transformer le dessin ou le traduire soit en notation traditionnelle pour des orchestres, des instruments qui ont un codage particulier, soit par un système automatique qui donnerait même le son. Il y a longtemps de ça. Mais l'idée de départ, c'était ça. Et puis aussi, il y avait une autre idée, c'est que avec un outil relativement facile d'accès, c'est-à-dire que où la pensée pouvait facilement se transformer en son, en musique, ça pourrait éventuellement combler le hiatus qui existe entre
les non-musiciens, disons, et les musiciens. On peut l'écouter. Toute l'année, des groupes souvent sans expérience musicale viennent travailler à Lupic. Celui-là avait choisi de s'attaquer au mythe même de la naissance de la musique, tel qu'il nous a été transmis par la mythologie grecque. La chouette tutélaire y participait sous deux formes, son cri analysé, atomisé, métamorphosé, toujours des mots grecs, et son image devenue elle-même porteuse de paramètres musicaux puisque la machine inventée par Xenakis permet ces correspondances. Le mythe de la Gorgone. C'est le mythe de la naissance de la musique, invention de la musique par Athéna. Un jour qu'elle avait entendu le cri des gorgones. Les gorgones, ce sont des créatures effrayantes. On a pensé que la gorgone, c'était un petit peu la chouette, par son œil en particulier. Et donc la musique serait née de l'imitation par Athéna d'un cri naturel. Quand les hommes ont commencé à penser à l'art, notamment dans l'Antiquité grecque, ils pensaient que l'art, le but de l'art était d'imiter les choses réelles. Et puis on a bien sûr les anecdotes comme quoi, je crois que c'est Zeuxis qui avait peint des fruits tellement vraisemblables que les oiseaux venaient piquer la toile. Je ne sais pas sur quoi il avait dessiné ça, il avait peint ça. Mais l'art, par définition, ne devrait pas mimer, il devrait créer. Mais pour créer, qu'il le veuille ou pas, il rentre, il côtoie toutes ces régions de l'esprit de l'homme. Et il faut à la fois qu'il les sente, qu'il les comprenne, et aussi qu'il puisse les manipuler. Donc il lui faut des techniques de la pensée et aussi bien sûr des techniques de la technologie. À partir de là, il peut aller plus loin, il pourrait aller plus loin. Et ça, c'est la gageure, c'est la chose la plus magnifique que puisse, c'est la liberté la plus formidable de l'homme, parce que dans le domaine artistique, parce qu'il n'a rien à prouver d'une manière matérielle. Et il peut vraiment pourrait vraiment créer des univers. C'est ce qu'il a fait de temps en temps d'ailleurs. Par exemple en musique, il peut créer des univers inouïs, sans précédent, mais qui sont plausibles, qui sont possibles, et dans toute leur généralité. Je disais, en musique, ça s'est déjà produit plusieurs fois. C'était le cas, par exemple, de la relation entre l'espace et les sons. Lorsque les grammairiens d'Alexandrie ont essayé pour conserver la phonétique de la langue attique, ont inventé les accents, ils ont fait cette correspondance entre l'espace à 3 dimensions ou à 2 dimensions et l'acuité ou la gravité d'un son. Plus tard, il y a eu la pneumatique, bien sûr, le symbolisme des notes par des hauteurs par des symboles de l'alphabet ou autres, qui était un peu dans ce sens. Mais d'une manière beaucoup plus précise, on retrouve la formulation donnée par Guido d'Arezzo avec les portées, qui, à la fois sur le temps et sur les hauteurs, donnait quelque chose de beaucoup plus précis. En fait, il n'y a jamais 2 gestes ou 2 événements semblables, identiques. Du fait même qu'il y a le temps qui est changé, pas le même. Alors, question, qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que l'espace? Point d'interrogation qui restera point d'interrogation pendant longtemps, je pense.
Mais la différence, on peut parler de la différence. Si il y a une grande différence entre ce que je fais et ce qui m'a été donné, alors je suis relativement original. Jusqu'où peut aller cette différence? Eh bien, jusqu'à la reconstruction de l'univers entier. Effectivement, la musique par rapport au visuel, le sonore par rapport au visuel, a une qualité peut-être supplémentaire ou différente. C'est que on manipule, en faisant de la musique ou en l'écoutant, des notions et des pensées plus abstraites que dans le domaine visuel. Le domaine visuel on a un problème fondamental, c'est qu'on est trop lié par les yeux, qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus terre à terre, je veux dire, en prise directe avec la réalité, que les sens auditifs. Ce qui fait que même si on peut voir dans ce qui nous entoure, on peut faire des abstractions vraiment formidables, mais c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus entaché par la réalité quotidienne, surtout. Tandis que la musique, le son est un petit peu en retrait, et ce qu'il manipule à cause de la constitution de nos oreilles, qui sont beaucoup plus proches de l'homme, parce que les dimensions de ce qu'on entend, que ce soit les hauteurs, les fréquences, les intensités, les timbres, tout ça, les architectures, sont plus proches de l'homme, plus petites. Il n'y a pas de photons, c'est des phonons. On les perçoit, on les touche du doigt. Les photons, on ne les touche pas du doigt. C'est l'impression beaucoup plus globale qui reste en nous. Alors c'est peut-être pour ça que quand on manipule des sons, on est plus proche de quelque chose qui est proche de l'homme, et donc beaucoup plus perceptible, et par conséquent où la fonction de la découverte et des idées sont plus proches, sont plus accessibles. Je pense que ça, c'est une chose fondamentale. Ensuite, notre corps qui vibre avec les mouvements périodiques qu'il fait, soit en marchant, soit avec le cœur, soit avec les yeux, soit avec la vie, cette vibration à tous ces niveaux-là correspondent de manière beaucoup plus dans notre corps, correspondent et participent à ces vibrations, disons, de la pensée à travers les sons. Je pense que ça, c'est, par exemple, lorsque on entend le rythme sur une percussion, une rythmique, c'est plus facile lorsque la rythmique est et plus facile de se laisser entraîner par cette rythmique. Pourquoi? Parce que notre corps est déjà prêt à ça. Et c'est pour ça que la rythmique est une chose tellement importante dans toutes les civilisations, comme moi à leur début, et ensuite ça se dégrade, ça se complexifie de plus en plus.
C'était Pâques 1988 à Patmos, et cette année-là, l'Union soviétique célébrait, je dis bien célébrait, ses 1000 ans de christianisme. Combien d'écluses entre cette liturgie orthodoxe dont la splendeur écrase toutes les autres, et une musique de l'Antiquité dont nous ne savons presque rien, sinon qu'elle était présente à tous les carrefours de la vie. Mais la musique n'avait-elle pas changé de fonction avec le christianisme? Plutôt qu'un ornement de la vie quotidienne, n'était-elle pas devenue le renversement dans son miroir de toutes les cruautés de cette vie? Et le cri vers une autre vie, dont il n'était même pas nécessaire d'être croyant pour comprendre la puissance d'appel. Ainsi Byzance, plutôt qu'une étape dans la continuité du champ profond de l'homme occidental, aurait été le creuset d'un nouveau mystère. Si un Dieu pouvait se faire homme, s'exposer à la souffrance et à la peur, la misère humaine à son tour pouvait se faire Dieu, c'est-à-dire musique. La musique byzantine, c'est un acquis. La musique paysanne aussi, d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la musique de certaines traditions de la Grèce ont joué, par leur étrangeté, ont joué un rôle important. Parce que j'ai quand même été... j'ai été élevé dans un milieu plus ou moins, disons, occidental, c'est-à-dire 19e siècle. 19e siècle, Europe centrale, surtout Europe centrale. C'est beaucoup plus tard que j'ai entendu de la musique de Debussy ou de Ravel et j'ai dit, voilà, ça c'est la musique qui aurait pu être antique. C'est curieux, non? Et là, le flash d'un souvenir, Xenakis parlant de musique à la télévision et disant peut-être c'est ce qui me meut le plus. J'ai cherché pendant longtemps savoir comment je vivrais moins douloureusement. Et c'était avec la musique. Elle a envie de lui demander s'il persiste et signe. Oui, je signe, c'est vrai. Encore aujourd'hui. Je pense que dans... je ne sais pas, enfin ça c'est mon expérience personnelle. Et comme disait Paul Valéry, quand on a 18 ans, on a beaucoup de facettes. Et petit à petit, la vie vous coupe les ailes et vous ne restez qu'une seule... vous n'avez qu'une seule facette. Je pense que c'est ce qui se passe avec la plupart des gens. Quand disons 18 ans, c'est une évolution fantastique physique, transformation, une mutation et une métamorphose. Et on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a l'adversité, il y a la vie de tous les jours, il y a ceci, il y a cela. Alors, surtout quand on traverse une époque où la résistance est fondamentale, c'est-à-dire la résistance contre l'occupant, alors là, les choses deviennent beaucoup plus dures. Et c'est à ce moment-là que des choix se font à cause des échecs sur plusieurs plans. Devant les adversités de la vie, à un moment donné, surtout à cet âge, il faut faire des choix parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. Moi, je voulais faire à la fois l'archéologie, je voulais faire des sciences, mathématiques, physique, je voulais faire même de l'économie politique, faire de la politique aussi, faire de la musique. C'était pas possible. Alors, j'ai décidé dans le sens... Et puis, aussi à cause des échecs, j'étais tellement détruit intérieurement, je me disais, à quoi bon? Pourquoi continuer? Plus la blessure, n'est-ce pas? Et j'ai senti que la seule façon d'exister, c'était avec la musique. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était une chose interne. J'étais beaucoup plus sensible à la musique qu'à quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est un art qui peut être un peu un art qui pourrait me déplaire à la limite, dans le sens que la musique peut provoquer d'énormes malentendus. La preuve de ces malentendus, c'est peut-être, là, c'est peut-être un peu osé de ma part, mais c'est le rôle de la musique. En même temps, cette même musique qui nous fait pleurer,
qui nous fait nous sentir meilleurs, parce que je crois qu'elle peut ennoblir vraiment, elle peut nous faire vaincre la mort. Moi, je pense, qui suis un peu obsédée par l'idée de la mort, la seule chose qui peut me faire sortir et me redonner goût à la vie, c'est la musique. C'est la seule chose qui fait que je n'ai pas peur de la mort. C'est la musique qui me la donne. Et de l'autre côté, cette même musique qui me fait vibrer, elle a fait vibrer des tortionnaires, elle a fait vibrer peut-être dans des sens de glorification d'un ego exacerbé, d'une espèce de triomphalisme, d'héroïsme. Cette même musique qui était une espèce de catalyseur de sentiments nobles et humanitaires peut provoquer une espèce de triomphalisme, d'exacerbation de sentiments narcissiques, peut-être très douteux dans leur origine. Donc c'est pour ça que je dis la musique est un art qui me fait peur, un art, qui est une expression qui est dangereux. Et de l'autre côté, c'est ça que je vous dis, et je n'ai rien d'autre à dire. La seule chose qui peut me détourner de la peur de la mort, c'est la musique. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est simplement... C'est tellement peut-être la chose qui nous a défini. Le verbe est en musique quand même, avant tout. Ou en tout cas, le son articulé, et la musique est articulée. Est-ce que c'est justement le fait de se tenir debout? Est-ce que c'est ce qui nous a différenciés peut-être encore de l'animal? Et que est-ce que c'est juste cette métaphore de l'âme qui fait que peut-être la musique est la chose la plus... qui peut porter l'âme le plus que n'importe aussi quel autre art? Et je ne sais pas, pour moi c'est un mystère entier, la musique. Je n'ai jamais pu, en fait, je ne sais pas à quoi elle correspond, mais je sais qu'elle est... C'est ce côté de vecteur, de porteur de quelque chose qui est unique, mais je ne sais pas plus que vous. Du fait que je fais de la musique ne m'a jamais éclairé là-dessus. Faire une pièce, c'est toujours un drame. Et quand elle est finie, ben, il y a un autre drame qui se pointe à l'horizon immédiatement. Alors c'est un cycle perpétuel, mais c'est, disons, moins terrible que si je ne faisais pas ça. Je me sens un peu plus justifié envers moi-même. Enfin, je me sens mieux dans la vie, dans l'existence, que si je faisais autre chose. Le vide est moindre, voilà.